Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Revenons ensemble sur l'actualité lyonnaise et pour m'accompagner aujourd'hui, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le conseiller en communication politique Pierre Obrecht. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, la succession de Gérard Collomb, les critiques contre l'ancien maire et la fête des Lumières. Suite au décès de Gérard Collomb, Fouzia Bouzerda va récupérer ses sièges au conseil municipal de Lyon et au conseil métropolitain. Celle qui fut présidente du Citral et même pendant un temps envisagée pour être candidate au municipal avant que Yann Cucherat ne lui soit préféré, avait disparu ou presque des radars lyonnais. Son retour sur le devant de la scène coïncide aussi avec une possible mise en retrait de celui qui lui avait grillé la politesse en 2020, puisque Yann Cucherat va prendre du galon en 2024 au sein des instances du sport français. Il a laissé entendre qu'il allait devoir trancher entre sa vie professionnelle à Paris et son engagement politique à Lyon, probablement en défaveur de ce dernier. Alors tentons de décrypter ce double bouleversement. Est-ce qu'il peut impliquer pour 2026 ? Raphaël, jusqu'à présent, on partait du principe que David Kimmelfeld allait briguer la mairie de Lyon et qu'il cherchait activement un binôme. Est-ce que ça pourrait être Fouzia Bouzerda ? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que c'est très compliqué d'être l'héritier en politique. Et l'héritier de Gérard Collomb risque d'être un vrai piège. Ça risque d'être comme avant, être l'héritier de Michel Noir. C'est-à-dire que dans ce camp, tout le monde va vouloir se battre cette étiquette-là. Et qui va l'attribuer ? C'est pas évident. Et puis, c'est pas sûr que électoralement, il faut qu'au final soit porteur. Parce que pour gagner l'élection, il faut être capable d'arriver avec un projet, avoir une équipe renouvelée, rassembler tous les vieux grognards de la Colombie. Et je ne suis pas sûr que ça fasse rêver les Lyonnais aujourd'hui. Pierre ? Alors, David Kimmelfeld, il est opposant à la ville et il est opposant à la métropole. Malheureusement, il faudra qu'il choisisse pour être candidat, puisqu'il ne peut être candidat qu'à la ville et à la métropole. Le départ annoncé de Yann Cucherat, effectivement, ouvre une possibilité pour lui d'être à la ville. Et dans l'hypothèse où Vincent D ne souhaiterait pas ou ne pourrait pas, c'est les difficultés qu'il rencontre, être candidat pour ce centre droite-gauche à la métropole, le retour de Mme Bouzerda est intéressant. Après, qui connaît Madame Bouzerda a été élue avec Dominique Perben dans un premier temps, puis elle a rejoint l'équipe Collomb. Elle a été courte période présidente du Citral, mais elle n'a pas une implantation, une connaissance, et elle n'est pas très connue sur l'agglomération lyonnaise. Pour être tête de liste sur une métropolitaine, il faut, vous l'avez dit, être en capacité de rassembler, mais il faut avoir un minimum de notoriété. Et je ne suis pas convaincu qu'elle puisse l'avoir dans les 3 ans qui viennent, d'autant plus qu'il y a toujours dans l'opposition des anciens Colombo-Kimmelfeld 2 groupes à la métropole, et ils ne sont pas prêts de, me semble-t-il, fusionner. Sur la notoriété, Damien, vous êtes d'accord ? Alors, sur la notoriété, je suis d'accord, mais on a 3 ans. La notoriété, comme dans toutes les campagnes électorales, on commence par se faire la notoriété. Elle arrive, elle va reprendre, se réinstaller dans 2 fauteuils, donc elle peut petit à petit se refaire une notoriété. Quand on parle d'héritage du colombisme, elle n'est pas héritière du colombisme, puisque comme ça a été dit, elle est arrivée par la porte Perben, elle est passée par l'étiquette Modem en arrivant chez Collomb. Je pense que c'est une femme qui est travailleuse, c'est une femme qui est intelligente. Je pense qu'il est opportuniste aussi. Donc elle va arriver, elle va s'installer, elle va regarder le paysage, elle va voir ce qu'elle peut faire. En revanche, sur le lien Kimmelfeld-Bouzerda, ça aurait du sens. On l'a évoqué en antenne, cette addition de lignes politiques aurait vraiment du sens pour réussir à faire quelque chose. Je pense que ce sera impossible de recoller les morceaux entre Fouzia Bouzerda et David Kimmelfeld. Mais ça aurait vraiment du sens. Donc moi, je pense qu'elle va s'installer, elle va prendre le temps, elle va regarder, mais elle va donner des petits coups de boutoir pour se faire une notoriété. Et le temps venu, elle verra s'il a réussi à raccrocher des gens un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au milieu, un petit peu devant, derrière. Et je pense que comme c'est une femme qui a de l'ambition, si elle arrive à s'organiser avec le travail important qu'elle a à Grenoble, à mon avis, elle reviendra en politique en force. Donc il faut lui laisser le temps d'arriver quand même. Raphaël, on sait qu'en coulisses, beaucoup attendaient, sans l'attendre évidemment, le décès de Gérard Collomb pour entamer un semblant de réconciliation dans ce camp qui avait été fracassé en 2019 et en 2020. Est-ce que l'arrivée de Fouzia Bouzerda, facteur X, brouille un peu les choses et risque de compromettre cette réconciliation ? Alors ça, pour le coup, je pense pas, parce que c'est pas. En politique, la qualité ne nuit jamais. C'était des gens qui ont un peu d'ambition, qui sont structurés pour gouverner et qui sont capables de porter un projet.
ne font jamais défaut. On en manque plus qu'autre chose. Donc, Donc je pense ça pas qu'elle rajoute complique. potentiellement une candidate en plus dans un groupe où tout le monde veut être candidat et se réclame effectivement de l'héritage de Gérard Alors, Collomb. tant Dans que- des groupes, d'ailleurs. Tant que la question est abordée de cette manière, ils n'ont absolument aucune chance. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur rassembler les vieux grognards, mais c'est un peu le piège de vouloir être les héritiers de Gérard Collomb ou pas. Mais en tout cas, c'est un camp où ils vont quand même passer beaucoup d'énergie à penser les plaies de leurs précédents conflits et ensuite se répartir les possibles postes avant de penser en fait à ce que les électeurs souhaitent et au projet qu'il faut leur proposer. Donc je pense que le vrai handicap, il est là. Et aujourd'hui, ce n'est pas une candidate supplémentaire, parce qu'en réalité, pour moi, ce camp n'a aucun candidat naturel. Il n'y a pas de candidat. Et il n'y a même personne qui, pour l'instant, a structuré vraiment une candidature et un projet pour la prochaine fois. Est-ce qu'elle est capable de le faire? Elle en a les capacités. Est-ce qu'elle en a l'envie? Est-ce qu'elle arrivera à réunir les équipes pour le faire? Ça, je suis incapable de le dire. Damien, on a peut-être tendance à oublier parce qu'effectivement, elle a été pendant 3 ans à Grenoble où elle est à la tête d'une école prestigieuse. Mais avant 2020, avant qu'elle se brouille aussi avec Gérard Collomb, c'était quand même une personnalité de premier plan, Fouzia Bouzerda, présidente du Citral, une personnalité qui comptait et dont on parlait effectivement pour être candidate, et c'était aux yeux de beaucoup d'observateurs quelque chose qui n'était pas déconnant. Est-ce que ces 3 ans de traversée du désert, entre guillemets, malgré elle, peut avoir fait du mal, ou est-ce qu'on va retrouver une Fouzia Bouzerda éclatante ces prochains mois? On retrouvera sans doute une Fouzia Bouzerda si elle a une vraie volonté de revenir sur le devant de la scène, qui est capable de le faire. Je ne suis pas sûr que cette traversée du désert l'ait desservie. Au contraire, je pense que le fait d'avoir été éloigné un petit peu de tout ce bousin, ça lui a sans doute fait du bien. Honnêtement, moi je crois qu'elle peut revenir doucement, qu'elle peut se réinstaller dans le paysage, qu'elle a un positionnement politique, puisqu'elle est passée de la droite au centre. Elle est présidente du Modem du Rhône. Je pense qu'elle peut réunir les gens. Le manque de notoriété, à mon avis, ça ne va pas la desservir par rapport aux autres. David Kimmenfeld, qui a été président de la métropole, n'a pas de notoriété. Qui a une notoriété aujourd'hui parmi tous les candidats? Franchement, à part Grégory Doucet, que les gens connaissent un peu le nom de leur maire, je pense que Bruno Bernard n'a pas beaucoup de notoriété. À droite, la notoriété, on ne la voit pas. À gauche, toute la notoriété, on ne la voit pas. Personne n'a de notoriété. Donc on repart à zéro, en réalité, dans cette élection métropolitaine et municipale. Mais pas liée à la politique. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la notoriété des candidats potentiels, elle démarre à zéro pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'elle a autant de chances que les autres, finalement, en posant ses pions, d'avancer et d'être reconnue. On est à 3 ans d'élection. Elle a 1 an et demi pour se faire une notoriété. Donc elle va donner des petits coups de boutoir ici ou là, puisqu'aujourd'hui, elle va être conseillère métropolitaine et conseillère dans le 9e arrondissement. Donc elle va avoir l'occasion de prendre la parole. Je pense qu'elle va la saisir, qu'elle va essayer de faire parler d'elle. Et quand elle était en poste, présidente du Citral, déjà conseillère métropolitaine, etc., on l'entendait, on la voyait dans les médias. Donc je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne, elle va réutiliser la même formule pour faire parler d'elle. Et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de chances d'être entendue et d'être reconnue, parce que les autres, on ne les entend pas. Je trouve bien optimiste, parce que actuellement, il y a 2 groupes d'opposition issus du duo Kimmenfeld-Collomb. Je les vois mal se rejoindre dans les 3 ans qui viennent. Et par ailleurs, je ne vois pas bien comment l'actuelle mandature à la ville et à la métropole pourrait perdre. Je pense qu'ils vont avoir un bilan. Ils sont depuis 6 ans là. Ils seront sans doute des réseaux. Et en face, il n'y a pas grand-chose à mettre. Il n'y a pas de personne qui émerge. Même si elle arrive, je ne vois pas bien comment elle pourrait faire la maille. Moi, je pense qu'il y aurait une stratégie à jouer. C'est pas 2026, mais le coup d'après, et d'imaginer et d'aller chercher des personnes nouvelles, des nouvelles incarnations qui pourraient réellement, durant tout un mandat, incarner une alternative et une opposition. Et ça, c'est compliqué à faire passer comme message. Je vous rejoins complètement. Je n'ai pas dit que c'était gagnant. J'ai dit qu'elle allait faire en sorte de se faire une notoriété potentiellement pour être candidate. Ça ne veut pas dire que c'est gagnant pour autant. Raphaël, pour conclure. Mais encore une fois, je pense que tout le monde se trompe dans cette approche-là. Si l'objectif, c'est de rassembler pour construire une légitimité à l'élection municipale, ça n'a aucune chance de marcher à Lyon dans le contexte que vous avez décrit. La seule chose qui peut marcher, c'est construire une légitimité qui fera qu'il y aura un rassemblement derrière. Et là, pour l'instant, aucun des candidats en lice ne vient avec une équipe, un projet qui puisse donner envie à l'électorat. Celle qui sera capable de faire ça dans ce camp, on va dire, du central,
rassemblera naturellement parce qu'il sera en tête dans les sondages pour l'opposition et les gens n'auront pas le choix que de se rassembler. Dans les campagnes, il y a toujours une structure qui est toujours la même, c'est d'abord la notoriété et après la différenciation. Donc le programme, et là souvent il arrive après la notoriété de la personnalité, on choisit la personnalité et on fait un programme derrière. Je sais bien que ce n'est pas forcément logique, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Je ne parlais pas de programme, je parlais de projet, de dynamique, d'équipe. Mais justement, pour pouvoir faire parler de son projet, il faut d'abord être un minimum reconnu. Donc je pense que Fouzia Bouzerda, même si elle peut éventuellement échouer, elle va commencer par faire parler d'elle et après éventuellement elle essaiera de construire quelque chose. Elle va peut-être échouer, mais je pense qu'elle fera ça dans l'ordre que tout le monde utilise pour toutes les campagnes. Allez, je vous propose que l'on parle encore de l'héritage de Gérard Collomb, même si on avait exclusivement évoqué cela la semaine dernière, car ce mardi soir au Conseil du 9e arrondissement, l'élu communiste Jean-Pierre Ottaviani a décidé de lui rendre hommage en incluant quelques critiques sur ses échecs. Ça a rendu foudrage sa première femme, Geneviève Collomb, qui a quitté la salle, tandis que d'autres anciens élus comme Zora Hitmaten, Grégory Daim et Christelle Madeleine tentaient de le faire taire. Cette dernière s'est même levée pour retirer le micro à l'élu communiste, d'où ma question, est-ce qu'il est trop tôt pour rappeler que Gérard Collomb n'était qu'un homme et que tout ce qu'il a fait pour Lyon n'était pas bien, ou est-ce qu'on peut y aller franco, Damien? Alors, je pense que les critiques de Collomb, on les a faites de son vivant, déjà, puisqu'il a quand même quitté la scène lyonnaise depuis un petit moment. Je pense que tout a été fait dans le domaine de la critique de Gérard Collomb. Ça continuera pendant plusieurs années, parce qu'on a quand même un héritage. Donc le bilan Collomb, on va le traîner, positif ou négatif, pendant des années. Je trouve que c'est pas très très sain, moins d'une semaine après ses obsèques, effectivement, de faire un bilan négatif. Nous sommes journalistes, c'est notre métier. Mais je pense que les politiques, dans une assemblée, au moment où on lui rend hommage, on lui rend hommage. Rien n'empêche de dire, le temps viendra de faire un bilan, de faire une critique. Je pense que c'était un petit peu tôt. Alors, j'ai vu plein de choses. Christelle Madeleine aurait arraché le micro, jeté le micro. C'est pas du tout, a priori, ce qui s'est passé. Elle s'est levée pour aller prendre le micro et elle l'a posé. L'air de vouloir dire c'est bon, il n'y a pas eu de violence en réalité, ça a été décrit comme tel parce qu'il y a des gens qui en ont À partir du moment où vous avez quelqu'un du public qui se lève pour interrompre un conseil d'arrondissement, ça peut être considéré comme une violence. La règle dans un conseil municipal, c'est que les gens du public n'ont pas la parole et en fait n'existe pas, même si c'est une séance publique. Donc que quelqu'un quitte la salle en râlant, en vociférant, etc., ça ne change pas le déroulé du conseil municipal ou du conseil d'arrondissement. Là, en l'occurrence, on a des élus qui, eux, ont agi pour essayer de couper ça. Ce qu'a fait Christelle Madeleine, c'est se lever, aller lui prendre le micro et le poser, l'air de vouloir dire stop. Mais il y a pas d'esclandre. Vous auriez dit la même chose, Damien, si ça avait été Dernière Rénovation qui avait fait ça pendant un conseil municipal? J'aurais dit la même chose parce que je pars du principe qu'on doit le respect à quelqu'un qui est enterré depuis une semaine, qui est considéré, qu'on soit avec lui ou pas, comme une grande personnalité de la ville de Lyon. Alors, il y a des gens qui en ont fait trop dans les hommages à Gérard Collomb. J'ai vu des gens dire qu'il l'avait adoré, que c'était quelqu'un qui était absolument génial, etc. Alors que ça faisait 30 ans qu'il lui tirait dessus à boulet rouge. Et quelquefois, j'avais envie de pleurer de rire. Moi, je dis, alors que j'étais un de ses opposants, que c'est une personnalité qui a construit la ville, qui a fait des belles choses pour la ville, qui a raté, selon moi, plein de choses, et on l'a évoqué la semaine dernière, mais ce n'est pas une raison, une semaine après son enterrement, pour tirer dessus à boulet rouge. Chaque chose en son temps, et je trouve que c'est vraiment un manque de respect, en plus pour l'ex-femme de Gérard Collomb, qui effectivement est dans la salle, et puis pour tous les gens qui étaient là, qui sont des proches de Gérard Collomb. Parce que le 9e arrondissement, c'est là qu'il a construit sa vie, et tous les gens qui sont là sont des proches de Gérard Collomb. Je trouve que c'était un peu un manque de respect, effectivement, c'était trop tôt, selon moi. Pierre? Qui regarde les conseils d'arrondissement? Ça sert à quoi un conseil d'arrondissement? Vraiment, c'est un sujet. C'était un sujet. Alors là, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose. On peut peut-être d'ailleurs imaginer que c'était pour qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans un conseil d'arrondissement que cet obscur conseil d'arrondissement, dont j'ai oublié le nom, y est allé de sa critique. Alors à l'évidence, c'est un manque de savoir-vivre, c'est un manque de politesse absolue, classique. Il n'y a pas à s'étendre là-dessus. En revanche, la question de l'inventaire de Gérard Collomb, elle est intéressante parce qu'il faut accepter de prendre le temps. J'ai vu le surlendemain, il y avait les sondages pour savoir quel nom on allait donner à la ville quel espace public porterait le nom de Gérard Collomb. Enfin, c'est absurde. Et le politique devrait pouvoir accepter de dire c'est trop tôt, prenons du temps, prenons 6 mois, prenons 1 an, et faisons un inventaire raisonnable, raisonné, de ce qui était bien, de ce qui était mal, de ce qui a été loupé, qu'on soit pro-Gérard Collomb ou qu'on soit un de ses opposants. Mais acceptons de prendre le temps. Et moi, comme je suis impoli, je ne vais pas prendre le temps, je vais quand même dire qu'un des points négatifs de Gérard Collomb, c'est de ne pas avoir préparé l'après-Gérard Collomb. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire de cet petit épisode picrocolin d'arrondissement.
Et on s'est évidemment rendu compte aussi que les conseils d'arrondissement étaient très mal captés et sonorisés. Et pour les rares personnes qui veulent regarder, eh ben c'est sûr que ça facilite Sachant pas la qu'il y a chose. beaucoup de conseils d'arrondissement qui ne sont pas captés du tout. C'est vrai. Raphaël? Non, je ne vais rien dire de très original. Pour répondre à votre question, c'est jamais trop tôt. On ne s'est pas privé dès la semaine dernière, dès lors qu'on était dans un débat politique, de faire un bilan politique. Un bilan politique, ça peut être un bilan, Ici, un bilan oui, mais critique. pour les politiques, il faut C'est jamais trop prendre du tôt non temps. plus de réfléchir à quels hommages. Moi, mon idée, je pense que un idéal, ce serait peut-être le centre commercial de la Confluence, parce que c'est vraiment son projet. Et ça marque le quartier. Un centre commercial. C'est lui qui l'a Pour le voulu. dénommer. C'était la méthode Gérard Collomb dans le quartier qu'il a voulu faire et qui restera un territoire de la ville, donc par exemple. Mais donc ça, je lance ce débat-là pour dire que c'est jamais trop tôt pour le lancer. Mais là, on était dans un cadre différent, puisque c'était le cadre d'un hommage d'un conseil d'arrondissement. On peut dire au passage d'ailleurs que les écologistes, pour qui c'était pas si facile, ils ont connu Gérard Collomb finalement. On ne parle pas de Bruno Bernard, qui le connaissait depuis toujours, mais Grégory Doucet, qui n'a pas une ancienneté dans la ville extraordinaire. Il a connu Gérard Collomb surtout pour se faire taper dessus par lui, pour le battre d'abord aux élections et puis ensuite se faire taper dessus par lui au conseil municipal. Et je trouve qu'ils ont fait des hommages qui étaient tout à fait dignes. D'ailleurs, même celui de la ville de Lyon a parlé à beaucoup de compagnons de route de Gérard Collomb qui ne s'étaient pas retrouvés forcément dans l'hommage qui a été fait à la cathédrale ensuite. Donc il y a eu quelque chose qui a été réussi. Bruno Bernard a beaucoup insisté sur l'amour entre Collomb et sa ville, cet amour réciproque, qui était aussi une manière de garder le meilleur de Gérard Collomb. Et c'est un peu le rôle d'un hommage politique. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison à qui s'adressait ce conseiller d'arrondissement ce jour-là. Il n'y avait pas de raison de faire ça. Par contre, il n'y a aucune raison d'accepter non plus qu'un élu se fasse priver la parole par quelqu'un du public. Même un conseiller d'arrondissement. Même un conseil d'arrondissement. Et surtout qu'on avait vu qu'avec Nathalie Perrin-Gilbert, alors qu'ils se haïssaient tous les deux, eh bien c'était possible de rendre un hommage assez digne, tout en n'omettant pas de rappeler qu'effectivement le courant ne passait plus. Je vous propose qu'on termine avec notre dernier thème, et forcément on ne peut pas passer à côté de la Fête des Lumières qui a démarré ce jeudi soir. C'est déjà la 4e édition des écologistes, ou plutôt la 3e qu'ils gèrent à 100%. On n'a jamais été tendre ici avec leurs choix forts, comme la dispersion des œuvres dans des quartiers où le gros de la foule ne va pas, sur leur attachement au plus petit plutôt qu'au grandiose. Mais cette année, il y a globalement un enthousiasme qui est assez général sur la programmation. Alors est-ce que c'est parce que les Verts arrivent enfin à appliquer leur feuille de route et ont pris leurs habitudes, ou plutôt parce qu'ils sont revenus à une recette plus proche de ce qui était fait avant? Damien? Alors, je n'ai pas vu plus d'enthousiasme cette année que les années d'avant, mais moi je suis de ceux qui depuis plusieurs années disent que justement la Fête des Lumières ne doit pas rester dans l'ultra-centre. Donc je trouve bien qu'ils aillent à la Duchère, je trouve bien qu'ils aillent à Saint-Paul. Je regrette, et je l'avais proposé il y a plusieurs années avec les différents élus avec lesquels j'ai bossé, qu'on n'aille pas sur la rive gauche du Rhône. Je pense qu'on a des bâtiments qui mériteraient d'être mis en lumière, Lyon 2, Lyon 3. Je pense qu'on a des places près de l'avenue des Frères Lumière, peut-être à la Part-Dieu. On a des choses qui mériteraient d'être mises en valeur, de façon peut-être à ce que tout Lyon en profite et qu'on ne soit pas bloqué dans cet hypercentre et Saint-Jean. Je trouve ça un petit peu dommage. Et il y a même une proposition qui avait été faite par Pascal Blache à l'époque, qui avait été réfléchie en tout cas, qui était de dire faisons une Fête des Lumières étalée sur plusieurs jours, mais on éclaire les quartiers un par un de façon à ce qu'on ait un programme pour nos touristes qui soit un programme étalé. Donc vous avez tout Lyon qui débarque le lundi dans le 1er arrondissement, tout Lyon dans le 3e le mardi. Vous avez l'ouest lyonnais éventuellement qui va être mis en lumière un jour, l'est lyonnais un autre jour, et puis on finit avec un bouquet final éventuellement avec la presqu'île. Ça permettrait d'étaler le tourisme. Aujourd'hui, on a un problème avec la Fête des Lumières, et qui n'est pas lié à Grégory Doucet ou à ses prédécesseurs, mais on a un problème, c'est qu'on a tellement de gens qui viennent à la Fête des Lumières qu'on ne sait ni les loger, ni les nourrir. Ouais. Et moi, je connais des Marseillais, on l'a déjà évoqué l'an passé sur ce plateau, des Marseillais qui sont obligés de venir en bus, débarquer à 5h du soir, repartir à 1h du matin parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Ils ont toutes les difficultés à trouver même des accès à la restauration, etc. Si on étalait ça, on en profiterait beaucoup plus d'un point de vue touristique, on aurait plus de visiteurs. Et je pense que ce serait l'occasion de mettre en valeur certains points de Lyon qui le méritent vraiment et que finalement les touristes ne connaissent pas. On a d'autres quartiers que la Presqu'île et Saint-Jean à montrer. Raphaël? Il nous prouve qu'il peut être un doux utopiste, parce qu'en réalité, la Fête des Lumières, elle est contrainte par deux choses. D'une part, par les habitants. Ce que vous dites, c'est finalement ce que vous le proposez, Pascal Bonnier-le-Chalier, au premier mandat de Gérard Collomb, avec une fête des Lumières décentralisée.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Lyonnais faisaient la fête des Lumières avant que ça devienne ce festival. Et leur parcours, c'était de partir des pentes de la Croix-Rousse et puis d'aller à Saint-Jean dans un C'est sens, pas dans la un fête autre. des Lumières. Ils faisaient le 8 décembre, les Lyonnais. C'est pas la même chose. Ils faisaient le 8 décembre. Enfin, il y a La eu fête des Lumières, c'est arrivé après, ce cheminement. au détriment du 8 décembre, d'ailleurs, qui était quand même une fête Peut-être, mais religieuse. ce cheminement, il s'est fait progressivement, d'abord avec les années noires et le plan lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ça parce qu'il y a eu ces nouvelles illuminations de bâtiments, notamment dans les pans de la Croix-Rousse, de certaines traboules, etc., qui faisaient que ça donnait un attrait. Puis après, une fois que le pli a été pris, quoi que vous fassiez, quoi que vous organisiez, les Lyonnais viendront entre la Croix-Rousse et Saint-Jean marcher dans la presqu'île. Et s'ils ne trouvent rien là, ils trouveront que la fête des Lumières n'a pas été réussie. Donc ça c'est la première contrainte sur laquelle on rajoute une deuxième couche, c'est qu'il y a ces Vigipirates. On sécurise une zone piétonne et clairement on ne sécurisera jamais une autre zone que cette presqu'île. Aller étendre, ça devient extrêmement compliqué. Là au moins on a des ponts, on a des accès, on peut gérer une zone piétonne pour ces festivités. Donc ça ne changera pas. La maturité, c'est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un directeur artistique qui a été recruté par Gérard Collomb. On sait que Gérard Collomb, lui, choisissait les œuvres en fait. Il voulait le choix final pour s'assurer que ce soit du spectaculaire. Peut-être que ça a été bien à un moment donné parce que ça orientait un peu les artistes. Peut-être qu'à la fin, c'était un peu sclérosant. Ils avaient l'habitude de venir un peu toujours sur les mêmes. Là, ils font confiance à une équipe professionnelle qui franchement a du métier, a su allier les différents impératifs d'inclusion, d'environnement, d'éco-responsabilité et de grands spectacles, plus décentralisé avec... on va passer de quartier en quartier, en fait. Chaque année, on va en faire un nouveau. C'est un équilibre qui n'est pas mauvais, avec une vraie innovation cette année. Et là, je suis assez curieux de voir ce que ça donne dans le temps. C'est les Célestins, la proposition de faire À l'intérieur. à l'intérieur et de jour. Et donc ça, c'est aussi une réponse peut-être à tous ces touristes qui viennent quand même souvent pour plusieurs jours. Et c'est de leur proposer des choses à faire en journée quand ils sont là. Alors, moi, je suis un peu en désaccord avec ce que vous venez de dire sur le fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, les Lyonnais feront la rue de la République et Saint-Jean. C'est quand même considéré que l'action politique, elle est vaine et que ce n'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Le 8 décembre est politique. Pascal Bonnet-Chalier en a payé... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter des choses. Ils ont ajouté Voilà. le parallèle d'or qui n'existait pas. Et qui, il y a eu un projet s'est à un inscrit dans le moment parcours. donné, et ça se sent, ça s'apprécie par les Lyonnais. Une fête des Lumières réussie, une fête des Lumières ratée. On les identifie. Mais considérer que, naturellement, ou par la contrainte, toutes les animations seront désormais concentrées entre Rhône et Saône et un peu à Saint-Jean, c'est quand même oublier qu'il y a des Villeurbanais, il y a des Brondillons, il y a des Calusards qui mettent des lumignons à leurs fenêtres. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Je pense que pour des contraintes de sécurité, on oublie que c'est une tradition qui dépasse les frontières des 9 arrondissements. Et c'est quand même très dommage de ne pas arriver à, comme pour les fêtes, comme pour les journées européennes du patrimoine, arriver à essayer d'imaginer une mise en réseau de ces 3-4 jours autour de la fête des Lumières au niveau métropolitain. Je veux juste dire un mot, quand vous êtes vénitien et vous avez envie de vous trimballer, de vous promener le 8 décembre à Lyon, vous prenez le métro, vous allez en presqu'île et vous faites fouiller. L'image, elle est quand même un peu violente. Je suis Alors, vous êtes habitant de la ville de Lyon aussi, vous oui, mais le Vénitien périmètre. aussi, souvent, ou l'habitant de Vaud, etc., vous voyez, cette idée Il ne se préoccupe pas de sécurité non plus. Pour rentrer dans un lieu de festivité, il y a quelque chose qui me semble un peu violent dans la façon dont les habitants de la métropole peuvent partager un moment festif et traditionnel. Je trouve ça assez démago pour le coup, parce que c'est normal d'être fouillé à l'entrée de n'importe quel événement culturel où il y a une telle foule. Enfin, on a quand même un contexte ces dernières années. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il est en termes de sécurité? C'est rassurant pour tout le monde. Pas aller inventer des discriminations, il y en a déjà bien assez. Là où mais je veux dire, plus on concentre, plus on a nécessité d'assurer la sécurité. Et donc, plus la fouille se justifie. Mais après, c'est sûr que si on ne fait pas de festival et qu'il n'y a pas, 4 millions de personnes dans les rues, il n'y a pas besoin de sécuriser. Oui. Il peut y avoir beaucoup de monde dans les rues, il peut y avoir un projet au niveau de l'agglomération, et on peut
regretter au moins, même si ça s'explique aujourd'hui, d'avoir à être fouillé au corps pour rentrer dans un espace public à l'hypercentre de la ville. Et alors, Pierre a soulevé un autre point qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toujours resté dans le giron de la ville de Lyon et ça n'a jamais dépassé les frontières, ça n'a jamais été récupéré par la métropole, que ce soit pour affaiblir les coûts ou en tout cas dispatcher un peu plus les animations. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, il y a des communes qui Oui, font mais leur propre fête des Lumières. Hein. Oui, Moi, bon, je c'est travaille à jamais Bron actuellement. À folie. Bron, il y a une fête des Lumières. Le soir du 8 décembre, il y a un feu d'artifice, il y a des spectacles, il y a des mises en lumière, etc. Effectivement, ça n'a jamais été accompagné. Moi, je trouve, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que la cible, ce sont les Lyonnais? Aujourd'hui, la fête des Lumières, la cible, ce ne sont plus les Lyonnais, ce sont les touristes. Ça ne veut pas dire que les Lyonnais ne participent pas. Et je pense que les touristes, on pourrait leur proposer effectivement d'élargir tout ça, la ville de Lyon, sur plusieurs sites, découvrir d'autres sites. Oui, effectivement, il y a un problème de sécurisation des sites, parce que la circonstance l'impose, mais on a quand même des sites qui pourraient... Je pense par exemple aux alentours de l'avenue des Frères Lumière. Dans le quartier des Frères Lumière, on pourrait très bien envisager quelque chose qui est en lien avec les Frères Lumière d'ailleurs. Je trouve vraiment ça restrictif. Le parc de Tédor, c'était plus simple à faire, parce qu'il y a un cheminement le long du Rhône qui permet d'y aller, etc. Mais du parc de Tédor, on pourrait imaginer effectivement aller à Villeurbanne, puisque là aussi on pourrait avoir un cheminement. Et je pense qu'on pourrait faire un parcours, on aurait moins de concentration. On aurait moins de concentration de population si on avait plusieurs sites. Et je trouve que ça serait une façon de mettre en valeur tous les Lyonnais. Si C'est c'est la la métropole. concentration de population, c'est aussi ça qui fait un festival. À mon avis, si vous allez voir un match de foot, c'est parce qu'il y a 60 c'est 000 un personnes. festival métropolitain. Alors, je ne suis pas à l'aise cette année en toute objectivité, mais c'est pas très confort d'être parqué dans une rue en attendant que la place j'allais dire l'hôtel de ville, j'ai un trou de mémoire. Les terreaux. La Enfin, place si des vous terreaux, allez à Villeurbanne, il y aura c'est- le même problème. c'est pas très agréable. Si vous faites ça sur les gratte-ciels, il y aura exactement le même problème au Raphaël, gratte-ciel. quand avec la j'étais même jeune, et que population. c'était uniquement le 8 décembre, on se promenait en famille, pépère, on choisissait où on allait. Là, aujourd'hui, on est parqué dans les rues, en attendant que ça se passe 100 mètres plus loin. On faisait attention aux Subitement, bastonnades on va quand même se à faire- l'époque. Hein. Subitement, on va se faire parquer. Une fois que c'est libéré, il faut qu'on dégage. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de flâner. On est là pour regarder, on n'a plus le temps de flâner. On nous déplace d'un point à un autre. Je trouve que ça a perdu tout son sens d'origine. On oublie le côté religieux de la fête des Lumières, etc. Et si c'était dispatché sur la ville, on pourrait se balader dans la ville et profiter de la ville. Juste une petite précision, sur les lumignons que mettent les Lyonnais à Villeurbanne, à Bron, etc. Moi, j'ai vécu à Annecy, j'ai vécu dans l'Ain. Les Lyonnais mettent le soir du 8 décembre leurs lumignons partout en France. Partout en France, c'est une coutume. Les gens qui ont vécu le 8 décembre le font absolument partout. Donc on peut tout à fait imaginer, effectivement, élargir au moins à la métropole. Juste pour conclure, Raphaël, vous ne pensez pas que ça puisse être une bonne idée, effectivement, que ce soit Cédric Van Stevendel, le vice-président à la culture de la métropole, qui récupère le bébé, qui ait une vision un peu plus globale, qu'on puisse imaginer que le festival devienne donc métropolitain et puisse se dérouler sur toute une semaine, ce qui permettrait d'absorber effectivement le flux de touristes sur une durée plus importante, et qu'on puisse en faire profiter davantage de territoires? En fait, On renverse la table. Bonne mais question. Ouais, non, mais en réalité, encore une fois, c'est un festival qu'on découvre à pied. La métropole, c'est pas un territoire qu'on sillonne, même en 2 soirées à pied. Déjà, de Saint-Jean jusqu'au parc de la Tête d'Or, beaucoup de gens le font. pour ça qu'il on faut pourrait le faire découvrir sur en une semaine. vélo, avec les voies lyonnaises. Alors, un vélo avec 4 millions de personnes dans la rue, ça marche pas. À un moment donné, faut pour arrêter accueillir les voies autant de lyonnaises. monde, c'est forcément piéton. L'idée que ça aille progressivement dans différents quartiers, qu'il y ait différentes choses aussi qui se passent un peu dans l'agglomération, c'est très bien. Mais la masse du festival, elle sera sur l'espace qui est le plus adapté. Vous faites au temps béni de notre jeunesse, etc. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il y avait eu il y a eu plusieurs années où ça se terminait en bataille rangée avec des étudiants qui jetaient de la farine, des œufs, du lait. C'était vraiment des bagarres qui devenaient un niveau de violence qui était assez inquiétant et qui a participé aussi à faire organiser un festival et à revenir vers quelque chose qui À est quand même l'époque, beaucoup plus il n'y avait festif. aucune sécurité mise en place. Donc il faut bien un peu de sécurité, un peu de cadre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres avec des gens entassés, parqués. Moi, je trouve un peu frustrant, honnêtement, que tout... Alors, en plus, c'est assez Vous trouvez qu'il y a trop de monde, quoi. C'est Vous trouvez qu'il y assez a trop de monde, contradictoire avec le discours de Raphaël Ruffier qui nous dit « Après tout, les gens n'ont pas besoin d'aller dans le centre-ville, ils peuvent vivre leur vie ailleurs. » Mais là, quand il s'agit de la fête de lumière, il faut que tout soit centralisé. C'est un peu contradictoire avec Le les Lyonnais discours n'est de pas l'autre fois. prêteur. Non, je ne dis pas qu'il faut que tout soit centralisé, je dis que c'est un état de fait. Et après, est-ce que ça fait Comme pour les sens commerces dans la presqu'île et le fait que les gens viennent faire leurs courses dans la presqu'île.
C'est un état de fait aussi. Voilà. Ce que je trouve la vraie richesse du festival, c'est effectivement un festival qu'on fait à pied. Et ça ne se décrète pas. Et on ne peut pas le faire n'importe où. On peut pas le faire dans toute l'agglomération du jour au lendemain. Bien Non, pour mais ça il pourrait que y je avoir disais- une prise en compte par la métropole de ce moment hyper important pour l'ensemble de la métropole qui s'appelle la Fête des Lumières. Et il faut rappeler quelque chose, une donnée chiffrée. Lyon accueille entre 4 et 5 millions de touristes par an. La moitié des touristes accueillis le sont sur la Fête des Lumières. On pourrait les accueillir beaucoup plus si on l'étalait sur plusieurs jours, justement, et donc l'étaler géographiquement, pour essayer d'accrocher plus de touristes qui pourraient passer plus de temps, avoir un panier moyen de dépenses plus élevé. Aujourd'hui, ils ont un panier... Oui, mais si Non, on mais fait venir des j'entends, cars j'entends. qui polluent, autant prendre le fric de nos touristes. Non, moi, je Quand on pense- ne peut pas les retenir, en réalité, on leur montre une belle image de la ville de Lyon et un beau savoir-faire, mais on ne leur prend pas leur fric. Or, quand on fait venir des touristes, l'objectif, c'est pas juste de leur faire découvrir comme notre ville est belle, c'est aussi de les faire dépenser chez nous pour nos restaurants, pour nos commerces, pour nos hôtels et puis pour nos centres commerciaux, pourquoi pas. Après, on n'a pas forcément envie de transformer Lyon en vitrine touristique et la Barcelone en permanence. C'est bien que ce soit aussi limité dans le temps parce que ça fait une fête et ça fait un moment où tous les Lyonnais font l'effort parce que c'est quand même aussi des contraintes, mais c'est une belle fête. Si vous l'étendez, vous risquez à un moment donné de créer beaucoup plus de lassitude de la part des habitants. Moi, je connais pas, je ne sais pas qui c'est. Allez, je ne pensais pas qu'on révolutionnerait la Fête des Lumières. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On attend vos commentaires. L'actualité continue sur lyonmac.com. Je vous dis à la semaine prochaine.